Bonjour, comment allez-vous cette nouvelle semaine fin d'octobre, début novembre? Ici, nous prenons depuis maintenant quelques jours les couleurs de l'automne. Un peu tôt d'ailleurs, car très sincèrement, depuis que je suis ici, depuis 2012, c'est la première année où je vois les couleurs de l'automne s'afficher fin octobre. En règle générale, les arbres commencent à changer de couleur, les feuilles commencent à tomber à la mi-novembre. Est-ce que cela serait annonciateur que nous allons avoir un hiver rude? Mais le climat n'est pas le sujet de cette vidéo. Vous l'avez sans doute vu sur certains réseaux sociaux ou dans certains journaux télé, on vous a parlé de cette ville, quelque part en Russie, ou dans un aéroport. Des individus, des Russes se sont précipités sur les avions venant de Tel Aviv. Les méchants antisémites, comme quoi, vous voyez, la Russie, c'est un pays méchant, pays d'antisémites. C'est exactement ce qu'on lit sur certains réseaux sociaux. Alors, le problème, c'est que la ville en question, c'est une ville qui se trouve dans le sud du Caucase. En l'occurrence, pas très loin de certaines frontières de certains pays que sont le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan. Et d'ailleurs, cette région, c'est le Daghestan ou un truc comme ça. Enfin, c'est une région qui, par les affres de l'histoire, de la géopolitique, appartient au territoire russe. Remettons un petit peu de contexte. La Russie, vous le savez, c'est le plus grand pays du monde. À défaut que, contrairement à d'autres pays comme la Chine, l'Inde, les États-Unis, c'est un pays qui malheureusement est sous-peuplé. Puisque si aux États-Unis, par exemple, nous sommes à peu près 340 millions, en Chine ils sont 1,4 milliard ou 1,9 milliard, je ne sais plus. L'Inde également, 1,1 milliard ou 1,2 milliard. La Russie, ce ne sont que 175 ou 178 millions d'habitants. Fut un temps où, en effet, c'est un pays qui avait au moins 230 ou 240 millions d'habitants. Ça, c'était dans les années 80, à l'époque de l'Union soviétique. Sauf qu'évidemment, la population de l'Union soviétique a été réduite pour plusieurs raisons. La première, parce que certaines régions qui appartenaient à l'Union soviétique ont déclaré leur indépendance, l'Ukraine par exemple. Et puis il y a eu évidemment de l'exode. Beaucoup de Russes ont quitté la Russie dans les années 90 pour les États-Unis, pour l'Europe. Et puis il y a aussi, pendant ces 10 années très difficiles, on estime qu'il y a à peu près, alors c'est une estimation parce que le chiffre est très contesté, il y aurait eu entre 5 et 10 millions de Russes morts à cause de la condition économique, du désastre et de l'effondrement et de la ruine sociale. Donc aujourd'hui, évidemment, la Russie est un pays sous-peuplé. Mais c'est aussi un pays où il existe plus de 190 ethnies et confessions communautaires religieuses. Et ce qui vient de se passer dans cet aéroport, eh bien ce sont des gens qui font partie d'une communauté qui est à 90% musulmane sunnite. C'est-à-dire dans cette région, il y a en matière de Russes orthodoxes blancs, 8%. Alors, évidemment, il y en a certains qui commencent à dire oui, mais la Russie, c'est un pays multiculturel, où le multiconfession équivaut à l'orthodoxie comme à l'islam, etc. Donc en gros, bonhomme, tu es en train de m'expliquer que peu importe l'origine ethnique, ils sont russes, donc l'amalgame, le raccourci, la généralité est autorisé et légitime.
Eh bien, dans ce cas-là, j'ai envie de dire à ces gens, si vous considérez que cette communauté musulmane sunnite, qui est russe par défaut parce que leur terre appartient à la Russie, sont représentatifs donc de l'ensemble d'une opinion ou d'une tendance du peuple russe, donc en l'occurrence antisémite, et bien dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, appliquons la même chose aux Palestiniens. L'action du Hamas, le Hamas étant des musulmans palestiniens ou ailleurs, mais ce sont des musulmans, donc faisons l'amalgame, tous les Palestiniens sont des terroristes. Le multiculturalisme est aussi un sujet qui ne peut pas se prendre simplement à la légère ou dans un schéma simplifié du vivre ensemble dans la diversité, la paix, l'harmonie. Alors oui, ça existe. Ça existe, mais à partir du moment où la diversité partage les mêmes fondamentaux, la même culture, les mêmes mœurs. À quelques différents culturels, traditionnels, de mœurs, mais sur l'essentiel, ils partagent les mêmes fondamentaux. Comme je l'ai expliqué, aux États-Unis, nous avons une grande majorité d'émigrations qui viennent des pays hispaniques. Tous ces gens ont une culture latine, chrétienne, et que par conséquent, même si aux États-Unis c'est plutôt une culture anglo-saxonne, on va dire américaine, pour faire plaisir à ceux qui considèrent que l'Amérique a sa propre culture, plutôt très religieuse, mais quelles que soient les tendances religieuses appliquées aux États-Unis et pratiquées par les Américains, elles ont toutes des origines chrétiennes. Même les Mormons, même les témoins de Jéhovah. Ce qui n'est pas le cas des gens qui ont des cultures différentes, religions différentes. Et aux États-Unis, c'est le cas, par exemple, c'est le cas des Indiens. Il y a beaucoup d'Indiens aux États-Unis. Sauf que ils vivent en communauté. Certains d'entre eux, d'une, deux, trois, quatre générations, se sont américanisés. Ils n'en négligent pas leurs racines, ils en respectent leurs origines, tout comme les Asiatiques, que ce soit les Chinois, les Vietnamiens, les Japonais. Beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, se considèrent avant tout américains. Tout comme, si vous allez au Kazakhstan, vous allez souvent croiser dans ces régions des gens qui ont une morphologie très clairement d'un héritage mongol. Eh bien, vous serez surpris de voir que beaucoup de ces gens, qui pourtant ont des racines mongoles, se considèrent avant tout kazakhs, musulmans. Car oui, le Kazakhstan est en grande partie une population musulmane. Et je crois que les orthodoxes sont très minoritaires au Kazakhstan. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas la religion ou leurs origines avant leur appartenance à une nation. La France. Alors la France est un peu un cas particulier. Pourquoi ? Comme je vous l'avais expliqué dans des précédentes vidéos, la France a constitutionnalisé un principe que le peuple est unique et indivisible. Adossé à cela le principe de laïcité. Sur ce principe, que vous soyez français de souche, que vous soyez français d'origine maghrébine, chrétienne, juive, musulmane, on respecte vos origines, on respecte vos traditions, mais
dans l'espace public, dans la société, vous êtes avant tout et avant toute chose un citoyen français appartenant à un peuple unique et indivisible. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais en pratique, là, on en est loin. Ben, bien sûr qu'on en est loin, puisque le politicien, lui, par clientélisme, a dérogé, a fait entorse, a écorné ces principes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bien, vous avez en effet des Français d'origine musulmane qui se considèrent avant tout musulmans avant d'être français. Comme inversement, il y a beaucoup de musulmans qui se considèrent avant tout français avant de se considérer comme musulmans. Eh bien, chers amis, vous admettrez qu'en Russie, c'est exactement le même principe. Ce n'est pas parce que une partie de la population, alors je rappelle, les Russes orthodoxes, qu'on pourrait appeler les Russes blancs, entre guillemets, font 71% de la population. Mais ils ont néanmoins, de par justement les jeux géopolitiques, appartenance, possession, empirisme, des régions qui sont majoritairement des régions qui ont été influencées énormément par l'islam. Et donc ce sont par conséquent des endroits où l'islam est prédominant. Mais, même si aujourd'hui il est très difficile pour la Fédération de Russie d'imposer le même principe que nous avons en France, c'est-à-dire qu'avant tout, vous êtes un citoyen russe. Vous devez vous comporter en tant que tel, avant de mettre en avant votre appartenance communautaire, qu'elle soit ethnique ou religieuse. Et là encore, pour apaiser les tensions, pour caresser dans le sens du poil, la Tchétchénie est un très bel exemple de ce que Poutine a été plus ou moins obligé de faire. Fraterniser avec Sakharov. Alors évidemment, pour nous les Occidentaux, c'est... Ah, quoi ? Ah, donc ça veut dire que Poutine est un terroriste alors ? Mais attendez, alors si on suit votre logique, les Américains qui ne condamnent pas Netanyahou commet des actes barbares et génocidaires, donc ça veut dire que les Américains sont génocidaires. Je vais vous donner un autre exemple très intéressant. Ce week-end, des étudiants se sont castagnés justement parce que les uns manifestaient leur soutien à Israël et les autres manifestaient leur soutien à l'État, à la Palestine. Mais ce qui est très amusant, pas drôle, c'est que les manifestants pro-israéliens étaient en fait des Afro-Américains juifs. Et ces Afro-Américains juifs, j'ai envie de leur dire, mais est-ce que vous vous souvenez quand même que certains de vos frères noirs africains d'Afrique, juifs, et plus particulièrement yéménites, lorsqu'ils sont allés en Israël, est-ce que vous savez ce qu'on leur a fait ? Non ? Renseignez-vous, parce que là vous allez vous rendre compte que tout compte fait, même au sein de la communauté juive sioniste, on va considérer que le juif ne peut être que blanc, pas noir, ni arabe. Alors que je rappelle, il y a 43%, je crois, de la population juive qui est une population arabe. Juive arabe. Tout comme vous avez des juifs tunisiens, des juifs marocains, des juifs algériens, etc. Et vous en connaissez en France. Parce que je rappelle quand même que des gens comme Jamel Debbouze, Gad Elmaleh sont... même là, vous avez Omer
Tomerty, je ne sais plus, l'acteur là qui a une carrière américaine. Ils ont des origines arabes, mais ils sont issus des communautés juives. Hein, vous savez, les juifs séfarades, les juifs ashkénazes, etc., etc. Et donc au sein même de ces communautés, il y a des fois des préférences. Il y a parfois ce petit élément intéressant à savoir entre juifs. Mais vous êtes quoi? Vous êtes ashkénaze ou séfarade? Déjà, oui. Donc, c'est malheureux, mais malheureusement, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est le fait que malheureusement, certaines sémantiques qu'on a utilisées avec la guerre en Ukraine contre les Russes, tout compte fait, on se rend compte que finalement, tiens, ça ne marche plus avec Israël et la Palestine. Pourtant, la situation est encore plus... parce que là, je veux dire, les images qui sont diffusées sur les bombardements dans la bande de Gaza, c'est cru, mais ça demande quand même réflexion. Et le fait de dire, est-ce qu'on cautionne ça? Alors oui, vous avez Fourest qui en effet a dit oui, il faut savoir faire le distinguo entre des gens qui pénètrent un territoire pour volontairement tuer, massacrer des gens, et des bombardements effectués par Israël sur la bande de Gaza, où malheureusement, ce qu'on appelle le dommage collatéral provoque la mort d'enfants, de femmes, etc. Mais comme je vous l'avais dit, le problème c'est que quand vous savez que vous êtes dans une zone où ça risque de tomber, fuyez. Les Français, en 1940, ils ont bien essayé de fuir l'avancée et la progression allemande. Sauf le problème, c'est que les Palestiniens sont coincés, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Ils ne peuvent pas sortir par l'Égypte et ils ne peuvent pas sortir par la mer. Ils sont coincés. Donc ça, c'est condamnable. Sauf que la volonté occidentale, ça coince. Alors si derrière en plus vous avez sur les réseaux sociaux des gens qui s'amusent à faire de l'amalgame en disant « Regardez, vous avez des Russes qui sont des antisémites, qui attendent des Juifs à l'aéroport », non, là tu trompes, tu déformes la réalité. C'est comme si on estimait que ceux qui ont commis les attentats en 2015 en France, on s'amuse à dire « regardez, ce sont des terroristes. Ah, les Français sont des terroristes. » Ben non, parce que ces gens-là ne représentent pas la population française. Tout comme ces gens dans cet aéroport dans le sud du Caucase ne représentent pas le russe d'une manière générale. Ils représentent une action communautaire et non pas représentative d'une tendance générale du peuple russe. D'autant plus que je tiens à préciser que contrairement à ceux qui utilisent l'histoire des fameux pogroms, des juifs russes qui fuient l'antisémitisme russe, etc., il faut savoir qu'actuellement, la société russe, l'actuelle société russe, a parfaitement intégré la communauté juive. Même l'État russe soutient, aide des organismes et des associations juives. Hein? Ah bah oui, il fallait s'enseigner, mon coco. Donc c'est ça, le multiculturalisme. C'est jouer la girouette selon comment on veut établir le propos, l'amalgame, la généralité chez les uns, mais évitons de le faire chez les autres. Donc retenez cette leçon. Si vous avez des Russes qui ont voulu s'attaquer à des Juifs dans un avion venant de Tel Aviv, sachez que ces Russes sont en fait des Russes musulmans sunnites de régions où les communautés musulmanes sunnites
sont forcément, évidemment, en soutien de leurs frères palestiniens, et que les Palestiniens civils ne sont pas, du fait de l'action du Hamas, à considérer comme étant tout autant des terroristes contre l'État israélien. Même si après, en effet, on peut jongler avec des images qui montrent des Palestiniens dans la rue qui se réjouissent de la mort de Juifs. Malheureusement, vous ne pourrez jamais définir ou déterminer exactement dans un peuple s'il est plutôt tendance d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que tous les Palestiniens, quels qu'ils soient, sont des antisémites? Impossible à définir. Tout comme, est-ce qu'en France, tous les musulmans de France sont des terroristes potentiels parce que, partageant cet aspect rigoriste de l'islam, parce que tous, étant affiliés à des frères musulmans, parce que tous, voulant imposer l'islam, le Coran, la charia à la France, parce que tous les musulmans de France sont des complices de l'établissement d'un État islamique français. On n'en sait rien. On n'en sait rien parce que statistiquement, on ne peut pas le faire. On ne peut pas l'établir. Parce que si vous faites un sondage, c'est pareil. Vous savez, c'est comme les sondages. Vous avez des gens qui ont des accointances, qui ont des préférences pour le Rassemblement national, mais qui, devant un sondage ou devant un micro-trottoir, devant une caméra, vont dire le contraire. Tout comme ici aux États-Unis, vous avez des gens qui vont se préserver de ne pas dire que la prochaine élection 2024, ils voteront Trump. C'est le principe de la démocratie, mais évidemment, nous avons aujourd'hui des gens qui veulent maîtriser cela, c'est-à-dire obliger les gens à bien voter, les condamner, supprimer, censurer, interdire ceux qui votent mal. Donc à partir du moment où Big Brother peut essayer d'établir si vous êtes un bon voteur ou un mauvais voteur, et bien considéré dans une communauté, il y a un moment donné où quand il y a un péril, quand il y a un danger, c'est la mesure de précaution qui s'impose. Et là, évidemment, la mesure de précaution oblige et amène à des décisions injustes. Le monde est ainsi fait, les amis. Il faut éviter les pièges et surtout éviter les cons. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.